Donc je me présente, moi je suis Anne-Caroline Claus-Verdreau, je suis médecin de santé publique et je travaille à l'Espace éthique Île-de-France où je suis chargée de l'Observatoire des pratiques éthiques. Donc pour cette dernière table ronde de la journée, on va se questionner sur la meilleure façon d'agir sur les comportements individuels. Et je remercie déjà nos trois intervenants d'être avec nous aujourd'hui. Donc on peut se demander si par exemple le sort des générations futures pour la majorité des gens, est-ce que c'est une raison morale suffisante pour adopter des gestes éco-responsables? L'idée étant de dire qu'on peut tout à fait être d'accord moralement avec une règle et pour autant en pratique ne pas l'appliquer. Par exemple, on sait que la majorité des Français sont parfaitement conscients de la gravité et de l'urgence de la situation. Il y a une enquête récente sur un échantillon représentatif de Français qui montre que 90% d'entre eux déclarent avoir conscience que le changement climatique est en cours. Et pour autant, les comportements ne suivent pas. Donc comment est-ce qu'on peut expliquer ce différentiel, comment œuvrer pour essayer de réduire ce fossé et mettre davantage en accord les intentions et les comportements? Est-ce que pour réduire ce fossé, il faut jusqu'où est-ce qu'on pourrait contraindre avec des interdictions, des obligations portant lourdement atteinte aux libertés individuelles, avec un contrôle, une surveillance des populations? Donc faut-il avoir recours à la contrainte, et si oui, jusqu'où? Ou bien est-ce qu'on peut se contenter d'en rester au stade de l'incitation? Si on se place plutôt du côté de l'éducation et de la sensibilisation, comment, sur la base de quels arguments a-t-on le plus de chances de convaincre et d'avoir un impact? Quels sont les arguments qui incitent le plus à changer ses habitudes? Et puis, quelle différence en termes d'initiatives à mettre en place? Quelle différence selon les représentations plus ou moins altruistes, plus ou moins égoïstes que l'on se fait de l'être humain? Autrement dit, quel modèle de psychologie humaine devrait aujourd'hui prévaloir pour guider les initiatives à mettre en œuvre et les arguments à mettre en avant? Et sur ce point, je pense que Aurore Grandin en dira quelques mots. Et puis par ailleurs, que penser des nudges verts, de ces techniques de manipulation douce qui visent à changer les comportements, disons, à l'insu des personnes? Est-ce que ces techniques ne risquent pas d'être totalement contre-productives sur le long terme? Et puis, bien sûr, qu'en penser d'un point de vue éthique? Peut-on éthiquement défendre ces techniques? Et est-ce qu'il ne serait pas plus efficace de sensibiliser en parlant des bénéfices pour la santé? Ça a été déjà beaucoup abordé aujourd'hui. Est-ce que ce cadrage santé n'est pas plus efficace comme technique pour modifier les comportements? Donc je veux parler ici bien sûr des co-bénéfices. Et il semblerait que ce cadrage santé, tenter de convaincre sur la base de ces questions de santé serait plus mobilisant pour l'action. Ça a été déjà en partie abordé, mais Kevin Jean en reparlera plus en détail tout à l'heure. Et enfin, nous allons nous interroger sur le rôle des affects et des émotions et dans quelle mesure les affects, les émotions peuvent constituer un levier pour l'action. Et peut-être même, c'est une question des leviers peut-être plus mobilisateurs que les meilleures connaissances, les meilleures informations qu'on peut imaginer possibles sur un sujet. Et sur ce sujet, Emmanuel Petit nous en dira davantage. Voilà, donc juste pour présenter très succinctement les intervenants, que je remercie encore beaucoup. Donc nous avons Aurore Grandin, qui est doctorante en sciences cognitives à l'ENS, Kevin Jean, qui est maître de conférence au Conservatoire national des arts et métiers et spécialiste d'épidémiologie, et Emmanuel Petit, professeur d'économie à l'université de Bordeaux. Donc je vais vous laisser la parole chacun pour 10-15 minutes. Ensuite, on prendra, à l'issue de chaque intervention,
intervention, on prendra 1 ou 2 questions de clarification et ensuite on prendra un temps d'échange un peu plus important avec vous. Et enfin, Andrea Mantovani nous parlera de la dernière photographie qu'elle a choisie pour les tables rondes de cette journée. Donc, je vais tout de suite donner la parole à Aurore Grandin donc pour 10-15 minutes. Merci beaucoup pour l'invitation. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, il faut que j'appuie. On va peut-être échanger, merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, moi je suis doctorante en sciences cognitives. Donc, dans mes travaux de recherche, principalement, j'ai une approche de psychologie sociale et environnementale, avec des apports aussi de psychologie cognitive, d'économie comportementale, donc beaucoup de disciplines différentes. Et donc toutes ces disciplines ont quand même en commun d'avoir une approche qui est plutôt centrée sur l'individu. Donc, dans la table ronde précédente, on a parlé un peu des territoires. Là, nous, on va aborder vraiment cette question un peu du geste individuel. Et donc la psychologie, l'économie comportementale, les sciences comportementales ont vraiment quelque chose à apporter sur ces questions-là pour essayer de comprendre qu'est-ce qui motive les individus à agir, qu'est-ce qui peut être bloquant pour la réduction de l'empreinte carbone individuelle, etc. Et peut-être un petit aparté d'abord sur cette question de l'échelle individuelle, parce que ça ne va pas forcément de soi. C'est vrai qu'on en a déjà parlé un peu dans peut-être la table ronde précédente. Il y a une question qui se pose de quelle échelle est la bonne pour aborder ces problèmes-là. Quelles sont les responsabilités, quelle est la part de responsabilité entre l'individu, le territoire, le national, le global. On sait que le changement climatique est quelque chose de global, et c'est vrai que des fois, l'idée d'imposer la responsabilité au niveau individuel, c'est quelque chose qui est utilisé comme une stratégie pour détacher les autres acteurs de leur responsabilité. Donc les entreprises qui essayent de replacer la faute sur les consommateurs, etc. Mais à l'inverse, c'est vrai qu'après la table ronde précédente, on peut avoir l'impression qu'une approche individuelle, ça met tout le monde à égalité et qu'on met la même faute de manière indifférenciée sur tout le monde. Ce n'est pas forcément le cas. On peut aussi avoir une approche qui s'intéresse aux différences interindividuelles, et c'est ce qui peut être fait dans une approche de psychologie environnementale, où on va se rendre compte qu'effectivement les blocages psychologiques ne sont pas les mêmes chez les mêmes types d'acteurs, etc. Donc ça, c'est une partie des sujets qui m'intéressent pendant ma thèse. Donc moi, mes travaux de thèse, ils portent très globalement sur les obstacles cognitifs et sociaux à l'adoption d'un mode de vie bas carbone. Donc je suis vraiment sur les questions d'atténuation du changement climatique, mais au niveau vraiment personnel, individuel. Et donc je m'intéresse vraiment à tous ces biais cognitifs qui peuvent effectivement bloquer l'adoption de comportements éco-responsables. Et en particulier, moi, ce qui m'intéresse, c'est sur comment ces biais cognitifs peuvent se manifester de manière différente d'un individu à l'autre sur des populations différentes, typiquement entre individus de milieux aisés et de milieux défavorisés. Donc, le concept de biais cognitif, c'est quelque chose qui est assez universel à l'espèce humaine. L'idée, c'est de dire que ce sont des caractéristiques de la psychologie humaine en général, mais ils peuvent se manifester quand même de manière différente dans des contextes culturels et sociaux différents. Et effectivement, on se rend compte que des populations plus riches n'ont pas toujours la même susceptibilité à certains biais cognitifs que des populations plus pauvres. Il y a pas mal de variations. Après, il n'y a pas forcément beaucoup de travaux qui s'intéressent à ces différences-là dans le domaine de l'environnement et du climat, mais il y a un certain nombre de travaux, enfin en tout cas, il y a une littérature énorme sur le fait que les biais cognitifs et la psychologie humaine peut comporter des obstacles à l'adoption de comportements éco-responsables. Et donc on a énormément de biais un peu comme ça qui sont identifiés. Pour vous donner un exemple, pour que ce soit un peu concret, par exemple, on a le biais de confirmation qui est souvent cité comme un exemple de biais qui favorise le climato-scepticisme. Parce que si on a en fait le biais de confirmation, c'est un biais qui nous pousse à porter plus d'attention aux informations qui vont dans le sens de nos croyances préalables. Donc si on est déjà convaincu que le changement climatique n'existe pas, on va peut-être faire plus attention à des médias qui vont dans ce sens-là, à des personnalités médiatiques qui sont climato-sceptiques, etc. Donc c'est quelque chose qui peut amener les individus à ne pas prêter attention aux informations qui ne vont pas dans leur sens et donc à demeurer dans leurs croyances qui sont fausses. C'est un exemple comme ça. Et effectivement, le climato-scepticisme, on comprend bien que c'est quelque chose qui va bloquer l'adoption de gestes éco-responsables au niveau individuel. Mais il y a aussi tout un tas d'autres biais cognitifs qui peuvent intervenir à d'autres niveaux. Et en fait, on a aussi un autre profil de personnes qui n'est pas climato-sceptique, c'est la majorité des Français. On a vu effectivement les statistiques, il y a très peu de personnes qui ne croient pas en la réalité du changement climatique ou qui ne croient pas que c'est d'origine humaine.
Mais par contre, il y a aussi beaucoup de gens qui croient en cette réalité-là, qui ont cet impératif moral de se dire c'est une menace existentielle qui pèse sur l'humanité, il faut faire quelque chose, et pourtant, on ne fait pas toujours tout ce qu'on pourrait faire pour lutter contre le changement climatique. Donc on a cet écart entre intention et action, entre croyances, valeurs et action. Et donc là, c'est là qu'il y a aussi d'autres biais cognitifs qui peuvent intervenir et faire obstacle justement entre nos croyances, nos convictions qu'il faut agir, et puis la réalité qui est que on ne met pas toujours ça en place. Donc évidemment, à ce niveau-là, il y a aussi beaucoup d'obstacles qui sont de l'ordre vraiment du structurel et des obstacles qui peuvent être territoriaux ou nationaux, comme effectivement peut-être un déficit d'infrastructure. Si on n'a pas d'infrastructure pour le tri des déchets, on ne peut pas faire ce tri des déchets au niveau individuel. Si on n'a pas de bus pour faire son trajet domicile-travail, on est obligé de prendre la voiture. Ce n'est pas vraiment une question de choix individuel, c'est une question en tout cas des offres de choix. On n'a pas la possibilité de faire autrement. Donc effectivement, ça c'est bien connu. Il y a aussi le niveau de revenu qui est un obstacle évident pour tout un tas de comportements éco-responsables qui permettent de diminuer ces émissions. Ça peut être le cas pour le transport quand on pense entre avion et train. Parfois le train est beaucoup plus cher que l'avion sur certains types de déplacements. Puis l'installation de panneaux solaires, etc. Donc ça sont ce sont des obstacles vraiment structurels et matériels à la réduction de son empreinte carbone. Mais il y a aussi tout un tas de gestes qui ne sont pas particulièrement coûteux et qui sont de l'ordre de la sobriété et qui sont là pas mis en place par certaines populations qui pourtant auraient les moyens de le faire et qui sont par ailleurs convaincus que c'est important de réduire leur empreinte carbone, etc. Donc pour ça, on a plusieurs biais cognitifs qui peuvent être mobilisés. Il y a des questions de biais d'inertie, qui peut-être un nom un petit peu sophistiqué pour dire juste la force des habitudes, en fait, le fait qu'on ait un peu du mal à changer nos habitudes de manière générale. Et puis il y a tout un tas de mécanismes qui ne sont pas uniquement purement cognitifs, mais aussi sociaux, qui sont de l'ordre vraiment du respect de la norme sociale. C'est-à-dire que si on appartient à un groupe social qui valorise énormément la mobilité à l'international, le fait de faire des vacances à Dubaï, etc., c'est quelque chose qui peut être un peu difficile à s'appliquer à soi-même quand on est seul dans son groupe social à se dire non, je ne vais pas prendre l'avion pour mes vacances. Si tous nos amis autour de nous ont ce comportement-là, on peut se sentir un peu ostracisé. Voilà, donc il y a cette volonté un peu de se conformer aux normes sociales de nos groupes qui peut être un obstacle aussi à l'adoption d'un mode de vie moins polluant. Alors, je vais peut-être finir pour ne pas être trop longue aussi sur... donc, une fois qu'on a fait le constat qu'il y a un certain nombre d'obstacles qui sont de différents types, mais y compris psychologiques, on peut se poser la question, effectivement, comme ça a été dit en introduction, de quel est le type d'action à mettre en place, quelles sont les interventions, est-ce qu'il faut sensibiliser, est-ce qu'il faut contraindre. Donc là, pour les décideurs et décideuses, il y a une palette immense d'outils qui existent. Donc ça peut aller de la sensibilisation, donc avec de l'éducation, etc., à des choses plus contraignantes, que ce soit des interdictions, donc l'interdiction de louer des passoires thermiques, l'interdiction d'utiliser des SUV à Paris, ou quelque chose qui va être de l'ordre de la pénalisation financière, des taxes carbone, etc. Donc là, ce sont des questions les questions qui se posent derrière ces choix, elles sont à la fois en termes d'efficacité, quelles sont les mesures les plus efficaces pour faire baisser les émissions carbone des individus, et en même temps, c'est des questions éthiques et politiques de savoir dans quelle mesure ces choix politiques ils sont acceptés par les populations, ils sont plébiscités par la population, et dans quelle mesure les populations elles sont impliquées dans la prise de décision. Donc ça pose des questions vraiment politiques générales qui dépassent un petit peu le cadre de la psychologie, mais qu'on se pose aussi aujourd'hui. Peut-être, je vais parler plus spécifiquement d'un outil de politique publique qui est vraiment propre un peu aux sciences cognitives et comportementales, qui est le nudge, qui a été mentionné en introduction. Donc c'est effectivement un outil qui est un petit peu récent et qui pose des questions un peu éthiques et politiques sur la question de savoir si ça relève de la manipulation. Donc peut-être que tout le monde n'est pas forcément familier avec ce que c'est qu'un nudge. Donc l'idée du nudge, on le traduit souvent par coup de pouce, ça veut dire coup de coude plutôt en anglais, mais c'est un concept qui est issu des sciences comportementales et qui derrière il y a vraiment l'idée de mettre en place des interventions qui ne posent pas des contraintes financières sur les individus, mais qui vont quand même orienter leur comportement. Donc l'idée, c'est vraiment d'inciter, c'est un type d'intervention qui est entre la sensibilisation et la contrainte forte par des amendes, des pénalisations financières. Donc on laisse les mêmes choix aux individus,
on ne transforme pas un choix pour qu'il soit plus coûteux ou un autre moins cher, mais par contre, on va changer les conditions dans lesquelles les choix sont présentés de manière à influencer les gens vers une décision en particulier. C'est un peu abstrait dit comme ça, mais pour donner un exemple qui est de l'ordre plutôt là de l'alimentation et de la santé, typiquement, quelque chose qui marche assez bien, c'est si on veut réduire la consommation de gâteaux et inciter à la consommation plutôt de fruits pour un goûter ou un dessert, bah simplement le fait de mettre les fruits au niveau des yeux des consommateurs et mettre l'option trop sucrée de gâteau plus derrière ou plus bas, c'est quelque chose qui va influencer les choix des individus indépendamment du prix de ces options-là. Même si les prix sont les mêmes, rien que le fait que ce soit plus visible, plus accessible, c'est quelque chose qui va influencer les choix des individus. On a l'impression que c'est rien et en fait ça peut faire des différences assez importantes. Donc les nudges, c'est des petites choses comme ça qui vraiment sont un petit peu insidieuses, et c'est pour ça qu'il y a des réflexions sur dans quelle mesure c'est quelque chose qui relève de la manipulation. Donc moi, ce que je veux souligner, c'est qu'il y a beaucoup de nudges qui sont très différents, et il y en a qui ont une dimension de transparence beaucoup plus grande que cet exemple que j'ai donné. Et je pense que la question des nudges, elle ne peut pas se poser de manière isolée, de savoir est-ce que c'est de la manipulation ou pas. Je pense qu'il faut se poser la question de qui décide du nudge, de la mise en place et de la prise de décision démocratique. Parce que finalement, si on réfléchit aux politiques environnementales de manière générale, le problème, il est le même que pour la question du nudge. C'est qui décide que les passoires thermiques, on les interdit à la vente. Il faut savoir quelle est la base et le soutien populaire pour ces mesures-là. Et finalement, un nudge, il a une force de contrainte qui est beaucoup moins grande que d'autres types de politiques publiques, comme la taxe carbone, qui impose des pénalités beaucoup plus fortes sur les individus. Et donc c'est quelque chose qui au final est assez différent, un peu moins contraignant, peut-être moins visible, mais au cœur du sujet, il se pose vraiment la question de savoir de comment le nudge est mis en place et par qui il est décidé. Et je vais peut-être m'arrêter là pour ne pas faire trop long. Merci beaucoup, Organdin. Est-ce qu'il y aurait une ou deux questions peut-être de clarification? Ok. Moi, je voulais peut-être vous demander j'avais peut-être une petite question sur les nudges, justement. Qu'est-ce que disent les études sur leur impact? Alors, à court terme, manifestement, il y a une efficacité, mais à long terme, est-ce que ça ne se renverse pas? Est-ce que ce n'est pas contre-productif? Alors, à ma connaissance, il n'y a pas d'études qui montrent que ça peut avoir un effet contre-productif à long terme si on mesure un effet positif à moyen terme. Mais effectivement, un reproche qui est fait aussi au nudge, c'est de dire souvent, on influence le comportement des gens sans qu'ils s'en rendent compte. Donc, on ne va pas modifier leurs valeurs environnementales, leur niveau de connaissance, etc. Et c'est quelque chose qui, dès qu'on enlève le nudge, le comportement éco-responsable, il disparaît. Je n'ai pas donné beaucoup d'exemples de nudge qui favorisent l'action éco-responsable, donc on peut peut-être citer des exemples d'options par défaut. C'est un mécanisme de nudge assez connu. Donc, typiquement, l'option par défaut, c'est les paramètres qu'il y a dans votre téléphone. La sonnerie par défaut, vous ne l'avez pas choisie vous-même. Vous avez reçu votre téléphone, il y avait une sonnerie qui était choisie. Il y avait beaucoup d'autres choix, mais il y en a une qui a été choisie. Ça peut être pareil pour plein de choses dans la vie. Par exemple, à la cantine, on peut dire le menu par défaut, c'est de la viande. C'est pas de la viande, justement, si on veut avoir une logique éco-responsable. C'est un menu végétarien. Et si quelqu'un veut avoir de la viande, il doit le demander expressément. Alors que là, dans beaucoup de cantines, ce qui peut se passer actuellement, c'est qu'il y a un menu avec de la viande ou du poisson. Et puis si on est végétarien, on enlève et on mange que les frites à côté. Donc voilà, c'est un exemple. Je m'arrête peut-être là pour rebondir. Oui, non, c'était juste parce que je trouve intéressant que ce soit une psychologue qui défende le nudge, parce que c'est quand même quelque chose qui a été mis en place par les économistes, essentiellement, avec l'appui des psychologues, c'est vrai. Mais il y a un exemple simple du nudge par défaut, c'est le don d'organes, quand on pense à la santé, et quand on compare, effectivement, lorsque le don d'organes est obligé, ou est implicite, ou lorsqu'il est pas explicite, on a des écarts très très importants dans les résultats. Donc c'est un endroit où le nudge joue à long terme avec une très grande efficacité. Merci. S'il n'y a pas de questions, je vais peut-être laisser la parole tout de suite à Kevin Jean. Est-ce qu'il marche celui-là? Oui. Ok, super. Merci pour l'invitation. Donc, je suis Kevin Jean, je suis épidémiologiste au CNAM, Conservatoire national des arts et métiers.
Initialement, je viens du monde des maladies infectieuses et depuis quelques années, je m'intéresse de plus en plus aux questions, enfin aux liens entre santé et climat. Et ce lien, enfin, mon propos va représenter un tout petit peu dans la temporalité le cheminement qui a été un peu le mien. C'est-à-dire que on commence et on a de plus en plus documenté, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, des risques que la crise climatique, les crises environnementales font peser sur la santé. On a vu ce matin, Michel Bourbon avait présenté la figure qu'on voit dans le rapport du GIEC sur les effets pour la santé documentés du réchauffement climatique. Donc on a vu pour toutes les régions du monde des effets assez divers, des effets tous négatifs ou presque, et surtout des effets qui sont d'ores et déjà observés partout dans le monde. Donc, d'autres termes, aucune région n'est à l'abri des effets néfastes du dérèglement climatique. Ces effets, ils sont déjà graves, ils sont déjà mesurés dans des études épidémiologiques, ils pourraient devenir catastrophiques, c'est ce que nous dit le 6e rapport du GIEC. On a des limites, donc il va falloir s'adapter, parce qu'on sait qu'on a déjà des transformations du climat qui ont été enclenchées, pour lesquelles on ne pourra pas faire machine arrière, et donc ces effets pour la santé, il va falloir s'y adapter, mais ce que nous dit le 6e rapport du GIEC également, c'est qu'on a des limites dures à l'adaptation. Passer un certain seuil de réchauffement, on ne pourra pas s'adapter à tout. Et quand on s'intéresse, quand on va dans le détail un peu de ces effets du réchauffement climatique sur la santé, on se rend compte que c'est des effets qui sont alors assez difficiles à hiérarchiser. On n'arrive pas trop d'ores et déjà à dire si le plus préoccupant à plus 2 degrés, ce sera des problèmes de sécurité alimentaire, des problèmes de maladies infectieuses, des problèmes d'effet des vagues de chaleur. C'est assez difficile de savoir quel sera l'effet le plus préjudiciable. Par contre, ce dont on se rend compte d'ores et déjà, c'est que ces effets, ils risquent bien de s'amplifier les uns les autres, de venir en cascade, de venir comme un effet domino. C'est-à-dire que si demain on a des pluies torrentielles avec une crue de la Seine, on aura un péril infectieux évidemment, des agents infectieux, mais on aura aussi un système de santé qui sera littéralement sous l'eau, des hôpitaux qui seront inondés, et donc on aura comme ça des effets qui vont venir s'amplifier les uns aux autres. Et donc ça participe à cet effet en cascade là aussi, et à ce fait qu'on va avoir des limites à l'adaptation. On ne pourra pas s'adapter du côté de la santé comme des autres dimensions à tous les niveaux de réchauffement climatique. Et donc ça, c'est vraiment ce que nous dit le dernier rapport du GIEC. Et donc, voilà, on a de plus en plus de littérature sur ces effets du changement climatique. Quand on regarde un peu ce qui est produit dans la littérature scientifique sur les liens entre santé et climat, on a à peu près 80% des articles qui vont documenter ces effets négatifs du réchauffement climatique sur la santé. Et là, on peut quand même se poser la question, parce que si l'effort de recherche est mis uniquement là-dessus, est-ce que ça va être suffisant à déclencher l'action ? C'est là, c'est un peu le sujet de ces différentes tables rondes. Comment on fait pour déclencher l'action ? Et est-ce que documenter encore et toujours mettre en avant les risques pour la santé du réchauffement climatique, ça va être suffisant pour faire ce qu'on sait qu'on doit faire. On peut quelque part en douter, ça fait quand même maintenant 30 ans que le GIEC documente les risques du changement climatique. Ça n'a pas cassé les courbes d'émissions de CO2. Moi, la figure qui m'a le plus terrorisé aujourd'hui, c'était celle qu'a montré toujours Michel Bourbon. Non, c'était Yann, je crois, sur les engagements, les préconisations de réduction d'émissions de CO2 dans le 4e rapport du GIEC en 2007, qui nous disait qu'on aurait dû baisser nos émissions de 25 à 40% en 2020 par rapport aux années 90, ce qu'on n'a pas du tout fait. Et donc peut-être que finalement, en mettant en avant toujours les effets négatifs du réchauffement climatique, on produit une science qui nous permet de savoir où est-ce ce qu'on va se prendre sur la tête quelque part, mais pas forcément ce qui permet de mobiliser pour l'action. Et là, c'est peut-être ce que viennent confirmer des sciences de la psychologie, de l'économie, des sciences de la communication également, c'est que quand on documente des effets du changement climatique sur la santé, dans la plupart des études, dans ce qui fait la presse également, ce qu'on met en avant, c'est des effets à long terme. On va parler des effets du réchauffement climatique en 2050, on va parler des effets éloignés également géographiquement de ce qui va se passer sous les tropiques, et ça, c'est pas ce qui nous touche. Donc ça, peut-être qu'on en reparlera plus tard dans la table ronde. Et peut-être qu'il faut laisser plus de place au lien entre santé et adaptation et atténuation. Et là, on a quelque chose qui est un des rares exemples, quand on documente les enjeux de crise climatique, de bonnes nouvelles. C'est que toutes les actions qui sont favorables à la santé sont aussi favorables... toutes les actions qui sont favorables pour le climat sont aussi favorables à la santé. Et donc là, peut-être qu'il y a un enjeu à renverser la perspective quand on va parler de ces liens entre santé et climat. Pour le détailler un petit peu,
pour régler le problème climatique, globalement, on sait ce qu'il faut faire. Il faut arrêter de brûler des énergies fossiles, que ce soit dans nos usines, que ce soit dans nos voitures. Il faut arrêter de manger de la viande parce que ça produit beaucoup de méthane. Le problème, c'est que si on fait ça à l'échelle collective ou individuelle, les bénéfices pour le climat, on sait que ces bénéfices, ils se feront ressentir dans 10 ans, 20 ans, peut-être même 100 ans. C'est-à-dire que si demain, dans cette salle, on décide tous de ne plus de ne plus dépendre d'énergie fossile pour se chauffer, pour les produits qu'on va utiliser dans la vie de tous les jours, si on arrête de manger de la viande, on ne va pas enrayer le réchauffement climatique à nous seuls, ou si c'est le cas, ce sera dans plusieurs décennies. Et dans les biais dont on reparlait, un des biais dont on sait qu'il est très puissant également sur les comportements, c'est le biais de préférence pour le présent. On est peu enclin à accepter des sacrifices aujourd'hui pour des bénéfices ou pour un moindre mal dans 10 ans ou 20 ans. Un autre problème du cadrage de la question climatique, c'est la question de la dilution de l'effet, dilution des responsabilités. On sait que le CO2 n'a pas de frontières et que si demain la France est seule à respecter les engagements de l'accord de Paris et que les autres ne font pas le travail, les autres pays, il ne fera pas moins chaud en France qu'ailleurs. On va devoir avoir un réchauffement climatique qui va s'emballer. Et là, c'est quelque chose qui encourage beaucoup à la stratégie du passager clandestin, ce qu'on entend souvent dans les débats économiques. On ne va pas bouger tant que les autres n'auront pas bougé, on va plutôt continuer à faire de la compétition économique comme on l'a toujours fait, tant que les autres n'ont pas réduit leurs émissions, sinon on va se contraindre et on n'aura pas de bénéfice pour ça. Et donc là, on a quand même deux mécanismes forts qui font que l'action climatique, pour un bénéfice climatique, elle n'est pas du tout engageante. C'est une action où il faut faire des efforts aujourd'hui pour des bénéfices qui sont lointains, et il faut faire des efforts, nous, pour des bénéfices qui vont être dilués à l'échelle internationale. Bref, on n'a pas envie de le faire, quoi. C'est pas vendeur du tout. Mais finalement, si on prend exactement les mêmes, si on change la perspective et qu'on prend les mêmes politiques climatiques, et qu'on les envisage comme des politiques de santé, ça va changer la donne. Alors pourquoi ? Parce que je vous l'ai dit, pour réduire la crise climatique, il faut arrêter de brûler des énergies fossiles. Mais si on arrête de brûler des énergies fossiles, ça va améliorer la qualité de l'air. Si on arrête de brûler des énergies fossiles dans nos transports, ça veut dire qu'on va prendre plus de transports en commun, on va faire plus de marches, plus de vélos, et ça va générer plus d'activité physique. Et si on arrête de manger de la viande, on sait qu'on mange trop de viande. La viande rouge, c'est un des gros facteurs de risque de cancer en France, on en mange 3 fois trop. Donc si on réduit la viande, on va aussi avoir une amélioration de la santé nutritionnelle, une réduction des cas de cancer notamment. Et tout ça, c'est des bénéfices qui sont d'une part des bénéfices de court terme. Quand on parle des bénéfices pour la qualité de l'air, si demain Paris devient Paris sans voiture, la qualité de l'air à Paris demain va être très rapidement améliorée. Si demain les Parisiens et Parisiennes, les Français se mettent à faire massivement de la marche et du vélo, on aura des bénéfices très forts pour la santé, et là on n'aura pas à attendre des décennies. Ce seront des bénéfices qui vont se faire ressentir à l'échelle d'1, 2 années, peut-être 10 ans. Et donc ça règle la question de la préférence pour le plaisant. On fait des actions et des sacrifices aujourd'hui pour des bénéfices qu'on recueille aujourd'hui. Et l'autre problème que ça règle, c'est que ça règle également ce problème de passager clandestin. Je vous l'ai dit, si demain la France respecte les accords de Paris parce qu'elle a arrêté de brûler des énergies fossiles, parce qu'on est passé massivement à des plans vélo et marche, parce qu'on mange moins de viande rouge, ok, il fera peut-être pas moins chaud en France qu'ailleurs. En revanche, ce sera nous et pas les autres qui seront en meilleure santé. Et là, ça règle aussi le cadrage, le biais ou le tropisme vers cette stratégie du passager clandestin. Dans l'action climatique prise par une perspective santé, les bénéfices sont reçus. Ceux qui connaissent les bénéfices de l'action sont les populations qui ont consenti aux efforts. Et ça change complètement le cadrage. Et donc on voit que d'un côté, quand on prend la perspective santé, on règle un peu ce problème de perspective lointaine des bénéfices et ce problème de dilution des bénéfices au sein à l'échelle du globe. On a des bénéfices qui sont d'une part dans le présent et des bénéfices qui sont concentrés sur les populations, les individus qui ont consenti aux efforts. Et ça change toute la donne, quelque part. Alors, ça, c'est important parce que quand on mettre en avant ces bénéfices pour la santé, les chiffrer, les quantifier, c'est quelque chose qui va être très important. Il y a beaucoup de questions pour savoir si c'est quelque chose qui est suffisant pour changer des comportements individuels. Quand on dit aux gens, faut changer de comportement individuel parce que c'est bon pour votre santé, est-ce que ça marche mieux ou non que de savoir si ça marche, que si on leur dit la même chose mais en disant c'est bon pour la planète?
C'est pas certain, les études varient un peu là-dessus, on ne sait pas si les gens sont plus enclins à changer de comportement pour leur santé, pour la planète. En revanche, c'est quelque chose qui est peut-être très fort et qui peut changer l'adhésion des populations à des politiques. On ne parle pas exactement de la même chose, hein. On ne dit pas que ce message-là va faire changer le comportement de tout le monde, mais peut-être, en tout cas, on a des éléments empiriques là-dessus, des études qui laissent penser que quand des politiques climatiques sont décrites avec cet aspect pour la santé, alors les gens y consentent plus facilement. Ils sont plus d'accord pour passer à des repas végétariens là en cantine, aux cantines d'entreprise également, plus d'accord pour mettre en place des pistes cyclables. Et donc pour changer quelque part les règles du jeu, pour changer le contexte. Et donc, in fine, si on change le contexte, les règles du jeu, on va finir par changer les comportements individuels. En tout cas, on peut l'attendre. Donc je l'ai dit, hein, tout ce qui est bénéfique pour le climat est bénéfique pour la santé. Et quand on le chiffre, Mathilde Pascal en a parlé tout à l'heure, on a des outils pour le chiffrer, hein, les évaluations quantitatives d'impact sanitaire. Ce sont des outils qu'on utilise, et notamment dans mon labo, dans les projets sur lesquels je travaille. Quand on utilise ces outils pour essayer de chiffrer les bénéfices pour la santé dans des perspectives de neutralité carbone, par exemple en regardant ce que projette l'ADEME ou des associations comme Negawatt, dans les termes de trajectoire de neutralité carbone, comment un pays comme la France peut se rapprocher des objectifs de l'accord de Paris, eh bien on peut regarder dans ces scénarios pour atteindre la neutralité carbone, quelles sont les hypothèses faites en termes de hausse de la marche et du vélo, de réduction d'émissions de pollution atmosphérique, de réduction de consommation de viande. Et tout ça, on peut le chiffrer. On a les modèles, on a les outils pour le chiffrer pour la santé. Et quand on le fait, on parle de bénéfices pour la santé qui sont très importants, qui sont très conséquents. On parle de bénéfices pour la santé qui sont à la hauteur de ce qu'on peut attendre de bénéfices de santé publique, de politique de santé publique très audacieuse. En d'autres termes, les actions climatiques sont d'abord et avant tout des actions de santé publique. On pourrait presque dire que des politiques climatiques pourraient être prises sur le seul argument de la santé, quand bien même elles mèneraient aussi à des bénéfices climatiques. Et ça, c'est très important. Encore une fois, ça change un peu la donne et la présentation des faits. Je pense que c'est beaucoup plus facile de dénigrer des politiques climatiques pour leurs bénéfices climatiques. Maintenant, quand on vient dire que ces politiques ont un impact fort sur la santé, sur les inégalités de santé, pour des décideurs politiques, ça va être beaucoup plus difficile de les balayer du doigt, hein, en disant que c'est des trucs de mervert, hein, enfin toutes les dénigrements qu'on entend. Et d'autre part, quand on prend la question sous l'angle du préjudice, un peu comme ce qu'a fait Yann tout à l'heure, on voit que ça rajoute une dimension, parce que ne pas prendre ce tournant, ces transformations vers la neutralité carbone, d'une part, ça nous condamne à perdre dans le futur, hein, à s'éloigner des trajectoires de limitation du réchauffement climatique, mais quelque part, ça nous condamne également dans le présent, ça nous fait passer à côté de bénéfices pour la santé qui sont très forts, qui sont souvent des bénéfices des bénéfices pour la santé qui permettent de réduire les inégalités de santé, et donc là ça nous fait perdre aussi dans le présent. Et donc c'est quelque part quelque chose comme un changement de cadrage qui est encore pas assez fait, sur lequel on pourrait mettre le projecteur pour quelque part changer un peu le récit autour de ces politiques de neutralité carbone, plus être dans un récit autour de politiques qui tiennent du sacrifice, quelque part. On nous dit qu'il va falloir renoncer à ci ou ça pour le climat. Mais peut-être que là, il suffit de dire qu'il va falloir changer telle ou telle habitude pour gagner sur le tableau de la santé et en plus réduire, se rapprocher réduire le péril climatique. Voilà. J'en ai terminé pour... Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait une question, un point de clarification ? Je trouvais très intéressante votre intervention, mais je ne connais personne qui se soit mis à courir au jogging parce qu'on lui a expliqué que ce serait bon pour sa santé. Il va le faire quand il aura eu une alerte cardiaque et qu'on lui dira maintenant tu bouges ou tu auras d'autres alertes. Et je crois que c'est un petit peu pareil pour tout. Toutes ces informations, on les a depuis très longtemps. Et on ne bouge pas, tout simplement parce que moi je suis venu en voiture ici ce matin, mais ce n'est pas à cause de moi que l'air est pollué dans la rue, c'est à cause de tous les autres. Donc c'est une question de responsabilité diluée, donc ce n'est pas la mienne, c'est celle de tout le monde, de tous les autres, et en attendant que les autres fassent, et puis peut-être je ferai aussi.
Et donc je suis pas sûr que l'idée d'essayer de positiver la démarche environnementale puisse aider, qu'on puisse avancer. Et je me demande, est-ce que vous avez une position sur la question de la contrainte ? Parce que quand on vous dit que vous avez une alerte cardiaque, maintenant tu bouges ou tu vas en avoir une autre qui sera encore plus grave, c'est une contrainte. Quelqu'un vous dit sérieusement, là, tu as intérêt à faire quelque chose. Est-ce que d'une façon générale, cette question est une question qui pour vous entre dans un champ où vous dites non, on ne peut pas contraindre? Je suis pas naïf, et je pense pas que de dire aux gens il faut faire du sport parce que c'est bon pour la santé suffit à les faire courir. Néanmoins, ce que je vous disais, c'est que ça change la perception des acteurs politiques. Un exemple. Dans une étude qu'on a conduite, on s'est amusé entre guillemets à chiffrer tous les bénéfices pour la santé du vélo. Et du vélo tel qu'on en fait en France. Et là, on a tous les outils pour le faire avec les méthodes dont a parlé Mathilde Pascal tout à l'heure. On sait que l'activité physique, ça réduit le diabète, les cancers, les maladies cardiovasculaires, les décès. Quand on regarde les enquêtes en population générale, on sait combien de kilomètres sont parcourus par an en France. On peut croiser ça à l'âge des participants et faire des projections, des gains pour la santé de l'activité physique liée au vélo. Quand on a fait ce travail-là, et en plus, ces gains de santé, on peut quelque part mettre un coût associé à ces gains de santé. On évite tant d'euros à la Sécu, on évite tant d'euros à la collectivité quand on prend les outils que les économistes ont développés pour monétariser des bénéfices de santé. Quand on a fait cette étude, on se rend compte qu'on est à peu près 1 euro d'économiser par la société pour chaque kilomètre en vélo parcouru. Alors ça va peut-être pas vous inciter à faire du vélo, mais quand on donne ces chiffres au ministère des Transports ou aux collectivités locales, elles sont beaucoup plus enclines à mettre en place des politiques cyclables, à justifier ces politiques cyclables auprès de leurs administrés avec ces mêmes chiffres, en disant on n'est pas là pour embêter les automobilistes, on est là pour faire des politiques d'urbanisme favorables à la santé. Et ça, en tout cas, c'est là l'expérience qu'on a où ces chiffres sont utilisés pour justifier des politiques. Et une fois qu'on a mis en place des pistes cyclables, il sera beaucoup plus facile pour vous, comme pour les autres, de venir en vélo plutôt qu'en voiture. Vous voyez, c'est le lien entre l'action politique et les comportements individuels. Sur la deuxième question, la contrainte, je pense que elle est quand même liée, parce que la question de la contrainte, il faut la faire accepter, la contrainte, quelque part. Et il y a des contraintes, on en a accepté tous. La contrainte de la ceinture de sécurité en voiture, par exemple, c'est quelque chose que plus personne ne remet en question, qui pourtant a été un débat et a été critiqué de manière très virulente. On l'a critiqué sous l'aspect des libertés individuelles qu'on voulait restreindre. On est en plus sur... faut se rendre compte des débats qu'il y a eu. On oublie un peu les débats qu'il y a eu sur ces questions. Qui est en plus là quelque chose qui est pas forcément altruiste, la ceinture de sécurité. Et pourtant on l'a accepté. On l'a accepté sur des arguments de santé en disant qu'il fallait éviter 5000 morts sur la route par an et donc grâce à la ceinture on en est à passer à 2000. Et ça c'est quelque chose qu'on a accepté. Et encore une fois on l'a accepté collectivement parce qu'on n'a pas ciblé une personne en disant vous conduirez parce que vous êtes à risque, vous conduirez avec votre ceinture, les autres non. Et je pense que c'est le même type de contrainte de limites, partager des limites quelque part qu'il faut arriver à accepter collectivement. Mais à mon avis, il faut que ça passe par une certaine forme de contrainte ou d'autolimitation. Tout à fait. Merci. Est-ce qu'il y aurait... Oui. Merci. Sur le thème de la contrainte, est-ce que ce qu'on a vécu avec le confinement en 2020, moi ça m'a totalement sidéré la capacité d'une population nationale, internationale, mondiale à accepter une contrainte énorme de restriction de liberté. Est-ce que ça vous inspire par rapport à ce qu'on serait capable d'accepter? On était en guerre, a dit le président, et donc on a tous accepté. Et là, on pourrait employer les mêmes termes. Moi, je pense que son discours nous imposant le confinement le 16 mars 2020, il est complètement adaptable à la situation climatique. Voilà, moi, je reste sidérée par ce qu'on a accepté. Et pourquoi on ne le fait pas là? Cette comparaison, elle est intéressante, notamment pour cadrer ces enjeux climat et santé de la même façon. Et d'une part, je pense qu'on l'a accepté, cette contrainte du confinement 2020, d'une part parce qu'on parlait d'un risque immédiat et pas d'un risque différé dans le temps, donc ce qui fait toujours le lien entre cette échelle de temps. D'autre part,
parce qu'on parlait d'un risque pour la santé, pour notre santé, qui nous touchait personnellement dans les corps, et pas d'un risque diffus pour l'environnement. Et là aussi, on en est à ce lien peut-être qu'il faut faire plus systématiquement entre crise climatique et crise sanitaire. La troisième composante, qui n'est pas du tout la même et qui la diffère, c'est que je pense qu'implicitement, ces contraintes-là, on les avait tous acceptées parce qu'on savait qu'elles seraient temporaires. Et sur la question de politique climatique, là, on sait qu'elles ne seront pas temporaires. Bon, il faut arriver à des transformations qui soient pérennes, parce qu'il n'y a pas de retour arrière possible sur cette question climatique. Donc voilà, je ne sais pas ce qu'on peut en dire sur ce parallèle ou non entre Covid et crise climatique. Alors, je fais partie d'une association qui s'appelle les Shifters, et je fais quelques conférences, donc énergie, santé, climat, sur le sujet. Et quand on intervient auprès des acteurs de santé pour les sensibiliser sur l'impact de leur activité sur la santé et avoir préalablement exposé ce en quoi est-ce que la santé est aujourd'hui impactée par le changement climatique, au bout de 45 minutes, ou même en un format plus extensif, en 1h30 pour qu'ils comprennent bien la mesure des choses, et bien le passage à l'action, quand on leur demande a posteriori si ça les a incités à changer de comportement, est toujours extrêmement difficile. Et donc moi, la question que je me pose, c'est, même en présentant les questions des co-bénéfices, en présentant, alors on parle moins de nudge dans notre conférence, et quand bien même dans le secteur de la santé, il y a ce levier qui est unique par rapport aux autres secteurs, c'est que quand on a la possibilité de dire, si vous décarbonez votre activité, vous évitez des morts. Donc, quelque part, décarboner, c'est mettre en place votre objet social. Eh bien, quand même, on a ce levier-là, on n'arrive pas, on a très peu quand même de personnes qui passent à l'action. Alors, comment est-ce que vous voyez ça ? Quel est votre regard sur ce secteur spécifique de la santé qui doit lui aussi se transformer face aux enjeux actuels ? Merci. Je pense qu'il y a un des enjeux, c'est dans ce problème dont vous parlez, c'est ce qu'on appelle un peu le paradoxe de la prévention, hein. C'est-à-dire que de toute façon, comme quand on fait de la médecine préventive, hein, on se bat pour des choses qui, si c'est un succès, n'adviendront pas. Et donc qui ne seront pas visibles, et c'est quelque chose qui est extrêmement dur à mettre en avant. Et donc là, de la même façon, pour des acteurs de la santé, essayer de leur demander de changer de comportement ce qui va peut-être impacter, leur capacité à soigner des gens aujourd'hui et maintenant, et mettre dans la balance de l'autre côté des bénéfices qui ne se verront pas, parce que ce sera, si c'est des tonnes de CO2 évitées, des dommages évités, tout ça c'est quelque chose d'impalpable, hein. Enfin, c'est un problème qu'on a régulièrement dans le domaine de la prévention en santé. L'autre point, c'est que on pourra peut-être en rediscuter, mais je ne sais pas trop quels sont les leviers que vous leur présentez en termes de changement de comportement. Et il faut bien avoir en tête que des changements de comportement, ça reste quand même toujours le petit trou de la serrure, hein, et que ce qu'il faut, c'est enclencher des changements à plusieurs échelles, hein, pour faire en sorte que ces petits comportements soient plus des coûts apportés par les individus, mais qu'on ait mis en place un contexte où ces changements de comportement soient bien plus facilités, que ce soit par des nudges, que ce soit par des changements plus systémiques. Je ne sais pas si ça répond à la question. On va passer à la dernière intervention, donc d'Emmanuel Petit. Vous avez un micro ? Non, je sais pas. Merci. Je suis économiste, je ne connais pas très bien le climat, pas très bien la santé. La santé, j'y connais rien du tout. Mais je vais quand même tenter de parler de quelque chose dont on a parlé au cours de la journée, c'est-à-dire de l'émotion. On a parlé de l'éco-anxiété, de la culpabilité. Et je vais essayer de faire un peu le lien entre les deux, climat, santé et émotion. Et vous voyez d'entrée que c'est quelque chose qui est très difficile. C'est un graphique que j'ai pris dans une étude sur la Norvège. C'était une étude qui a été faite. On demandait aux gens qui étaient concernés par le climat ce que cela pouvait évoquer pour eux en termes d'expression émotionnelle. Vous voyez que c'est très compliqué, qu'il y a une nébuleuse qui est très complexe, et l'émotion est un concept très difficile. Donc c'est avec prudence et avec grande modestie que je peux éventuellement esquisser quelques idées avec vous. Vous voyez en tout cas que des émotions sont quand même très présentes, hein, la colère, la peur, et puis aussi le désespoir.
La première chose, c'est de dire que dans la littérature scientifique, on commence vraiment à identifier maintenant ce qu'on appelle des émotions climatiques. Hein. Ça n'a pas toujours été le cas. Vous voyez que la terminologie a un petit peu changé. Mais des études récentes on révèle effectivement une taxonomie qui est plus ou moins clarifiée. Et puis, il y a une grande diversité d'émotions qui sont mobilisées. Alors, on pense plus principalement, effectivement, à certaines, la peur, la colère, mais il y en a bien d'autres. Et puis, il y a aussi des émotions positives, parce qu'il peut aussi y avoir de l'espoir. Une dont on ne parle pas beaucoup, à mon avis, c'est l'apathie, la fatigue émotionnelle, qui est aussi assez présente. Alors, il y a plein de questions qu'on peut poser. Qu'est-ce qui motive les émotions? Est-ce que c'est l'inaction climatique ou c'est le fait de se sentir impuissant par rapport à cet événement? Est-ce que, donc là, c'est vraiment l'objet d'aujourd'hui, ces émotions ont des effets sur le bien-être et la santé? Bon, typiquement, la peur, via l'éco-anxiété, a un effet très, très négatif. Et en règle générale, les émotions qu'on ressent qui ont une valence négative n'ont pas un effet très positif sur le bien-être. Et puis, il y a la question des réactions comportementales. Comment on réagit par rapport à ces émotions? Est-ce que ça nous met dans un engagement ou pas? Et les émotions ont-elles une dimension morale? Alors, je vais effectivement me limiter à une question particulière et à me focaliser un petit peu sur une émotion, qui est l'émotion de colère. Avec un thème qui serait effectivement, est-ce que la colère peut être un outil efficace? Alors de la résolution, c'est un grand mot, mais au moins quelque chose qui permet d'amoindrir la question de la crise climatique. Alors j'ai procédé en 3 temps. Je vais juste rappeler que les économistes mobilisent la colère et puis on peut en tirer un petit peu des choses sur le plan expérimental. Ce qui peut être un peu surprenant parce qu'en économie, a priori, on parle de beaucoup de rationalité et pas d'émotion. Je mobiliserai après un autre champ ou d'autres champs qui sont soit la philo, la psychologie, notamment expérimentale, pour évoquer quelques notions sur l'expression de la colère face à l'inaction climatique. Puis ensuite, j'essaierai effectivement peut-être en allant dans le sens de Kevin, d'évoquer cette question de comment la santé peut être un outil pour mieux communiquer autour de la crise climatique, mais aussi en tenant compte des émotions. Alors, des références, effectivement, parce que, vous voyez, il y a vraiment du travail scientifique dans différents domaines, en sociologie, psychologie, philosophie, qui commence à monter sur cette question, parce que, de fait, elle est quand même assez complexe. Donc, premier élément, l'analyse économique de la colère, c'est juste pour tirer quelques enseignements. Dans la négociation, pour les économistes, au départ, la colère, elle n'est pas du tout bienvenue. Et en général, une émotion est mal perçue en économie parce que dans un jeu qui pourrait être celui-là de l'ultimatum, où un joueur fait une proposition un peu injuste à un autre joueur, qui serait ici le joueur 2, eh bien, celui-ci a toujours intérêt à accepter cette offre, aussi injuste soit-elle, parce que vaut mieux gagner un sou que rien du tout. C'est la logique de l'économiste. Mais l'intérêt de ce jeu pour les économistes, jeu expérimental, c'est justement d'avoir montré que les gens ne se comportent pas du tout comme ça. C'est-à-dire qu'en règle générale, quand on ne leur donne pas assez, ils refusent l'offre, ce qui fait que je n'ai rien, mais l'autre non plus. Il y a une forme de rétorsion ici, et le moteur de cette rétorsion, expérimentalement, c'est la colère. Ça, on peut le montrer, et on montre que c'est une émotion morale. Aristote l'avait déjà dit, le ferment de la colère, c'est la notion d'injustice faite à quelqu'un. Alors, le problème, expérimentalement, c'est qu'on peut montrer aussi que tout ça va conduire à une forme d'escalade, parce qu'effectivement, si je réagis, si je surréagis, je refuse l'offre, enfin bref, les négociations sont bloquées, soit c'est la grève, soit c'est le conflit social, etc. Et puis, autre élément, mais qui est très très peu développé chez les économistes, parce qu'on a vraiment un terrain d'individualisme méthodologique, c'est la dimension collective. On peut quand même montrer, donc, alors, ici j'ai illustré par les gilets jaunes, parce que quand on pense à la colère, dans un mouvement collectif, c'est quelque chose qu'on a tous vécu. On peut aussi montrer qu'il y a des petites choses qui sont à prendre sur cette dimension collective. C'est comment la colère se propage, quelle est sa forme de contagion.
Alors, deuxième trajectoire qui m'intéresse ici davantage, c'est l'expression de la colère face à l'inaction climatique, avec un ancrage qui n'est pas vraiment celui de la psychologie, qui est beaucoup plus celui de la philosophie, mais qui utilise des données expérimentales de psychologie, un ancrage qui est un peu ancien, et à tort, parce que finalement, John Dewey, qui est un philosophe pragmatiste, a beaucoup parlé de l'émotion, il en a parlé tout au long de sa carrière, et surtout il a beaucoup évolué dans cette trajectoire, au-delà de ce qu'on connaît de Dewey comme étant quelqu'un qui pense le politique ou l'éducation. Et beaucoup d'auteurs montrent aujourd'hui que sa pensée de l'émotion, eh bien, est révélée et est complètement adéquate par rapport à ce qu'on trouve en psychologie ou en neurologie. Bon, quelqu'un comme Antonio Damasio, pour ceux qui connaissent, par exemple, se retrouverait particulièrement bien chez John Dewey, parce que Damasio montre parfaite complémentarité entre la raison et l'émotion, et Dewey dirait pas autre chose. Alors, le fond de l'affaire que je trouve vraiment intéressant chez Dewey, c'est de dire qu'il y a une qualité que l'émotion doit avoir pour être utile pour nous, et notamment pour être utile pour aller à l'encontre d'habitudes ou éventuellement pour transformer des habitudes. Il ne faut pas que cette émotion soit simplement une forme d'extériorisation. On voit souvent l'émotion comme ça, c'est-à-dire quelque chose qui surgit et puis qui est généralement irrationnel, qui est disruptif et qui nous engage dans quelque chose qu'on ne souhaite pas. Ça peut arriver, mais en ce cas, Dewey dirait presque que ce n'est pas de l'émotion en fin de compte. Et en tout cas, c'est pas l'émotion qui va permettre de rétablir véritablement l'harmonie entre un individu et son environnement. Ce qu'il veut dire par là, c'est que l'émotion n'a de sens que lorsqu'elle est transformée d'une manière, notamment par un mécanisme qui est un mécanisme intelligent, il aurait dit ça, probablement, et qu'elle est transformée, ça veut dire qu'elle doit avoir certaines qualités, elle ne doit pas être trop intense, elle ne doit pas être atone non plus, elle ne doit pas être réprimée, elle ne doit pas être dispersée. Et donc c'est avec ce terrain-là, avec cette compréhension-là de ce qu'est l'émotion, que j'essaye de comprendre un peu ce que la colère peut par rapport à l'inaction climatique. Alors le premier élément, il a beaucoup été développé par Aurore, c'est que l'émotion n'est pas toujours porteuse parce que ça nous engage parfois, du fait d'une dissonance émotionnelle, vers des biais cognitifs, et notamment le biais de confirmation, il en a parlé. C'est-à-dire que Sartre en avait aussi parlé, des fois l'émotion c'est une forme d'évasion. Donc on va dans un monde où on devrait pas, on n'a pas envie d'être. On va dans un monde pour éviter d'être dans celui dans lequel on est, et ça donne effectivement du déni, de la diversion, on s'échappe un peu, et donc on veut rien voir. Peut-être effectivement que les climato-sceptiques qui ont vraiment trop peur, peut-être qu'ils s'engagent dans cette voie. Mais au total, le plus important, c'est de montrer que la colère est un bon prédicteur de jugement et des intentions comportementales. Alors, il faut être très prudent parce que ce sont que des intentions. C'est là la limite des travaux en psychologie. Mais on voit ici quand même quelque chose d'intéressant, c'est qu'on voit que la peur, par exemple, vous le voyez, peut inciter les gens à adopter des comportements pro-environnementaux. Elle peut les inciter à soutenir des politiques environnementales. Et puis, elle peut aussi les inciter à participer à un activisme climatique. Donc, elle serait plutôt dans les intentions quelque chose de relativement porteur. Et on voit, en ce qui concerne la colère, que la colère, on n'est pas trop surpris, vraiment est très très forte sur la question de l'activation, l'activisme climatique, qu'elle permet de soutenir aussi les politiques environnementales. Et là, on est un peu surpris, c'est que les gens qui seraient en colère par rapport à l'inaction climatique, ce sont des gens qui ne modifieraient pas ou qui n'auraient pas l'intention de modifier leur comportement. Sauf que là où l'étude est intéressante, c'est de montrer qu'il y a aussi des gens qui sont en colère parce que l'on va prendre des mesures pro-climatiques, pro-environnementales. C'est-à-dire qu'il y a aussi des gens qui sont en colère parce qu'ils ne veulent pas de ces mesures. Donc si vous ne mesurez que la colère et que vous ne faites pas part de cet élément-là, vous avez une personne sur 10 qui manifeste une colère parce que les mesures qu'on envisage de prendre, ce sont des mesures pro-climatiques.
Donc un état d'une idée que la colère peut être un bon prédicteur et peut amener les gens à engager un comportement pro-environnemental. Pas mal d'études, mais avec la limite, encore une fois, des études en psychologie, qui sont très souvent sur les intentions, sur les jugements et assez peu sur les actions véritables. Alors, ensuite, un des éléments qui me paraît important, et là je fais référence à la lecture plutôt philosophique de Dewey, mais aussi avec du verbatim qui est utilisé par les sociologues, qui montre que les militants sont très conscients qu'il faut être prudent par rapport à la colère, parce que c'est une émotion qui doit être transformée. Il y a un mot qui a été échappé ici. Et ça correspond à ce que une philosophe pragmatiste, Kojo Karu, qui est identifiée ici, parle d'une transformation de la colère qui doit aboutir à un désaccord passionné. Bon, je ne veux pas être trop long là-dessus. C'est l'idée, effectivement, qu'il faut accompagner le mouvement de la colère. Il faut la voir naître, mais il faut pouvoir la transformer pour qu'elle ne soit pas, effectivement, destructrice d'un comportement. C'est-à-dire, ça correspond, pour ceux qui connaissent le film de 12 hommes en colère, ce que va faire Henry Fonda, qui est dans un jury, qui assiste à un jury dans lequel les 12 hommes qui sont là, enfin les 11 hommes qui l'entourent, sont en colère et veulent une justice expéditive. Et puis, progressivement, lui aussi est en colère, mais il est en colère contre le fait que cette justice qui va être menée est expéditive. Et il va réussir, par le biais de sa propre colère, à transformer celle des autres et à arriver à une juridiction qui est plus juste, non pas parce que l'individu est coupable ou pas, c'est pas la question, mais c'est simplement le fait de ne pas avoir à expédier ce jury. Transformation de la colère, et puis un élément qui me paraît extrêmement important aujourd'hui pour comprendre les choses, ça a été aussi beaucoup évoqué par Kevin, c'est que la colère, c'est une émotion qui donne accès à une connaissance éprouvée. C'est le cas de la peur aussi, beaucoup. Et ça me paraît être un élément extrêmement important, parce que ça voudrait dire que c'est davantage l'expérience que nous faisons et que les populations font des effets environnementaux induits par le changement climatique, qui peut générer des modifications comportementales, plutôt que des campagnes qui relient des informations, c'est les rapports du GIEC. C'est-à-dire que 1%, 2%, 2,5%, ça ne parle pas. Par contre, ce que nous vivons depuis quelques années, de façon répétée, de façon récurrente, ça met l'objet du changement climatique à proximité. On a parlé de ça, justement, sur la question du local, de l'échelle locale, du territoire. Et alors, évidemment, on pourrait le voir comme une très mauvaise nouvelle, mais on peut aussi le voir comme une bonne nouvelle, parce que le problème du changement climatique jusqu'à présent, c'était qu'il était toujours mis à distance. C'est très loin, ça concerne des générations futures. Géographiquement, ça ne nous concerne pas. C'est fini. Là, maintenant, on ne peut plus s'échapper et tout le monde peut prendre conscience de ce phénomène par le biais, effectivement, non pas de scénarios, de connaissances sur ce qui se passera en 2050. C'est maintenant, on le voit et c'est très récurrent. Et ça, c'est par le biais, effectivement, de la connaissance. Et cette connaissance, vous ne pouvez pas l'acquérir par le biais de l'esprit, de la raison, c'est une connaissance qui est éprouvée. Et là, l'émotion joue un rôle qui est, à mon sens, très, très important. Autre élément sur lequel je vais passer un peu rapidement, c'est effectivement la dimension de la colère à un collectif. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup en ce moment. C'est la question de l'émotion collective, mais c'est un objet qui est extrêmement difficile à appréhender. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une émotion collective ? Si vous l'avez trouvé, vous me le dites, mais moi j'aurais du mal à le dire, si ce n'est par le fait effectivement que c'est une émotion partagée. Mais alors du coup, qu'est-ce qui est partagé dans cette colère ? C'est très compliqué. Et en même temps, je trouve que dans le climat, on a l'expérience justement d'une jeune femme qui a su travailler sa colère d'une certaine façon, qui a su la transformer, qui a su de façon absolument extraordinaire la communiquer de manière à créer un mouvement de résistance, à quand même mobiliser des millions de jeunes. Et c'est pas une mince affaire. Là aussi, ça pourrait être un exemple de comment on transforme la colère,
comment on la convertit de façon intelligente. Et je pense que Greta Thunberg fait partie de ces jeunes qui ont réussi à faire ça et à mobiliser. Alors, dernier élément que je voudrais évoquer ici, c'est la question de la communication. Là aussi, c'est quelque chose que je commence juste à entrouvrir. Communication et santé, on trouve de très belles choses aussi chez John Dewey là-dessus, dans son ouvrage de 1925, Expérience et nature. Vous voyez cette phrase qui dit « Rien n'est plus extraordinaire que la communication ». Il fait d'ailleurs référence à l'idée que la communication, c'est la racine étymologique, c'est le commun. Donc effectivement, c'est comment on construit le commun quand on veut communiquer. Donc c'est pas forcément la communication au sens des communicants qui font de la publicité, c'est la communication au sens où on se transmet de l'information, où on arrive à dialoguer. Alors si je résume, et c'est un peu caricatural ici ce que je dis, mais il y a quand même un peu un fond de vrai, je pense, c'est que voilà, on peut pas communiquer sur la base d'une information brute et à partir de chiffres, parce que ça ne marche pas. Kevin l'a dit aussi, ça fait très longtemps maintenant qu'on sait les choses sur le changement climatique, mais bon, ça rame beaucoup. On a utilisé à une époque une émotion qui était celle de l'empathie, qui a bien fonctionné, mais qui ne fonctionne plus. Aujourd'hui, les ours polaires, on s'y intéresse un peu, mais pas beaucoup. C'est plus quelque chose qui est très très mobilisateur. On peut effectivement faire peur. On peut utiliser la peur. La peur est nécessaire à mon sens, et d'ailleurs elle est complètement légitime. On a tous des raisons d'avoir un certain nombre de craintes. Mais par contre, une émotion qui n'est pas qualitative dans la peur, et surtout qui est trop intense, comme celle qui est divulguée par la collapsologie, à mon sens, c'est une émotion qui peut faire peur, trop peur, et qui peut embarquer des gens dans des systèmes qui sont finalement un non-engagement, contrairement à ce qu'on pourrait souhaiter. Parce que, effectivement, ça devient trop compliqué. Donc, la peur, mais pas nécessairement trop intense. La colère qui peut parfois être contre-productive, en tout cas, qui n'est pas toujours très efficace, ou qui peut ne pas l'être en tout cas, parce qu'elle peut aussi bloquer un certain nombre de mécanismes. L'idée, c'était de dire quelle alternative ici, et c'est une littérature que j'ai découverte il y a vraiment pas longtemps. C'est l'idée de, effectivement, le terme de cette journée, c'est mettre la santé au sein de la crise climatique, avec une littérature qui est assez récente là-dessus, avec l'idée aussi que les médias parlent relativement peu de cette question de la santé, avec un travail qui est recensé par des chercheurs français. Je crois qu'il y avait une collègue tout à l'heure qui disait qu'il n'y a pas de chercheurs français, mais il me semble que De Pouel, ils sont à Paris, ils travaillent un peu sur cette question de la communication et sur la question de la santé. Avec l'idée effectivement que a priori les gens sont bien conscients des effets du changement climatique sur la santé, enfin en tout cas une grande majorité de gens. Ils sont capables de citer spontanément dans cette étude faite au Canada un certain nombre de leurs effets. Et puis une idée très simple, très, très forte, c'est vraiment le fait que quand on présente le changement climatique, la façon dont on le présente peut avoir un impact très important sur la manière dont les gens vont réagir. Donc ça, c'est communiquer, oui, mais pas de n'importe quelle manière. Et effectivement, communiquer par l'intermédiaire de la santé, pourquoi pas finalement. Et moi, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Kevin là-dessus, c'est que ça peut être une façon intéressante de le faire. Et il y a quelques travaux qui commencent à le pointer. Alors, c'est très modeste, c'est très léger, mais il y a quelque chose. Ici, c'était une étude de l'Ether qui a fait qui a recensé effectivement les gens qui sont on met les gens dans des catégories en fonction de leur engagement par rapport à l'enjeu du climat. Puis on voit effectivement qu'il y a des gens qui n'y croient pas du tout, au contraire, qui sont plus que sceptiques et qui ne sont pas engagés. Et à partir de cette classification-là, et donc d'une enquête assez importante, avec c'était, je crois, une enquête en ligne avec plus d'un millier de personnes, ils ont proposé un certain nombre de scénarios, et ils ont montré que la manière dont
quand on présente des scénarios, les gens vont exprimer plus ou moins des colères par rapport à une forme d'inaction, sachant effectivement qu'ils ont classé la question de l'enjeu climatique par rapport à un enjeu national ou un enjeu environnemental et puis un enjeu de santé. Et vous voyez effectivement que la santé est mobilisatrice. Hein. C'est-à-dire si on leur dit effectivement que le climat a un effet sur la santé, eh bien on voit des niveaux de colère qui manifestent effectivement quelque chose. Et ce qui est intéressant ici, c'est que on voit aussi que en manipulant effectivement cette information sur la question de la santé, on peut toucher des gens qui sont quasiment intouchables sur l'autre versant, qui soit notamment celui de l'environnement, parce que là, les gens quand ils sont en colère par rapport à l'environnement, du côté droite, c'est parce qu'on va parler justement du changement climatique. Mais en revanche, si on parle de la santé, eh bien là, ils sont capables de mieux soutenir cette idée qu'il va peut-être falloir faire quelque chose sur la question de la santé et en référence effectivement aux conséquences sur la santé du changement climatique. Donc c'est un élément d'explication ou d'interprétation ici qui peut être intéressant et qui va un peu dans le sens de ce qu'a développé Kevin. Et puis ici, c'était une autre étude. Oh. Ah ben je termine. Une autre étude, effectivement, de Petrovic ici, c'est un travail assez récent aussi. L'idée de ce travail expérimental, c'était de croiser effectivement la question de la réduction des émissions fossiles, la réduction des émissions fossiles, et de demander aux gens quelles étaient les raisons. Les raisons qui comptaient pour eux entre le fait de réduire les émissions fossiles pour la question du climat ou pour la question de la santé. Parce qu'effectivement, les deux peuvent être liés. Et c'était aussi de croiser ça avec la question de l'opinion politique. Parce que de fait, effectivement, aux États-Unis, eh bien, ce sont plutôt les libéraux, les démocrates, qui se mobilisent pour le climat. Et alors que les conservateurs, Trump en premier, évidemment, ils sont pas du tout en faveur du climat. Et ce qui est intéressant, bon, évidemment, c'est de retrouver que du côté des libéraux, les motivations pour réduire les émissions de carbone proviennent effectivement de la nécessité de restaurer le climat, mais il y a quand même un montant important de gens qui motivent cela par la question de la santé. Et puis, quand on va du côté des très conservateurs, on s'aperçoit effectivement que le climat n'est pas ou très peu mobilisé, mais malgré tout, on voit effectivement que la question de la santé est, elle, plus mobilisée. Donc ça veut dire que là aussi, c'est une façon d'attraper ceux qu'on n'arrive pas à engager dans une voie, notamment par l'intermédiaire de la question de la santé. Alors, c'est une petite façon, effectivement, d'essayer de faire ce lien entre le climat et la santé, par l'intermédiaire notamment de cette question de l'émotion. Voilà, je m'arrête là et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Emmanuel Petit. Est-ce qu'il y aurait une ou deux questions ? Oui. Oui, vous demandiez. Alors, je suis psychologue clinicien et psychothérapeute de formation psychanalytique. Donc oui, je disais, le problème des émotions, c'est qu'on ne sait jamais ce qu'on va induire avec des émotions. Par exemple, si on propose un tableau à différentes personnes, chacun va réagir différemment en fonction de ce qu'il est, et on ne peut pas contrôler, savoir quelle va être sa réaction. Donc les émotions, c'est quelque chose qui est un peu compliqué. De jouer sur les émotions, c'est pas très évident du tout. Voilà. Merci pour cette question, elle est super, parce que Dewey, il a écrit Art Expérience justement pour traiter de sa théorie des émotions, et c'est exactement ce qu'il dit, c'est-à-dire que l'émotion se crée par
l'intermédiaire de l'art, et que c'est bien ce rapport de l'œuvre par rapport à la manière dont elle est ressentie. Et c'est ça qui transforme. Alors comment, pourquoi, dans quelle mesure, c'est effectivement très, très compliqué. Mais oui, on ne peut pas tout contrôler, et certes qu'on ne peut pas le contrôler, mais de fait, c'est là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire comme si on n'avait pas des émotions. De toute façon, on est bien obligé de faire avec. Et donc, la seule capacité qu'on puisse avoir, c'est de les saisir, de les comprendre, de les éduquer, de manière à justement pouvoir anticiper pour soi-même et pour les autres la manière dont ça va nous transformer et transformer nos comportements. Donc c'est complexe, mais finalement on n'a pas trop le choix que de le regarder. Excusez-moi, mais en dehors de la psychanalyse, il y a d'autres aspects de la psychologie qui ont quand même montré, par exemple, que certaines couleurs étaient associées et culturellement et émotionnellement à certaines réactions, que certains mots l'étaient aussi. Enfin, il y a quand même des études empiriques qui permettent de voir que globalement, dans une culture donnée, par exemple, tel input provoque telle réaction émotionnelle. C'est pas totalement aléatoire. On a quand même quelques éléments de connaissance psychologique, entre autres, sur le sujet. Mais on a aussi, hélas, la connaissance du fait qu'il n'y a pas d'intelligence sans émotion. Les biologistes, notamment, ont montré l'importance décisive de l'émotion dans le jugement. Si vous n'avez aucune émotion, qu'on vous a effectivement malheureusement coupé les racines biologiques de l'émotion, vous faites absolument n'importe quoi. Alors, vous pouvez faire n'importe quoi à cause des émotions, mais sans émotion du tout, vous faites de toute façon n'importe quoi. Donc, il est très important pour nous de les comprendre pour essayer effectivement de les utiliser, de les contrôler éventuellement et de les orienter. Des émotions peuvent en plus être extrêmement puissantes collectivement. C'est-à-dire dire que on ne sait pas comment l'émotion peut être collective, c'est peut-être vrai, mais alors ce qui est certain, c'est qu'elle peut l'être. Et qu'on a vu des effets ravageurs quand même, c'est-à-dire qu'il y a des phénomènes de contagion émotionnelle extrêmement graves qui dépossèdent l'individu il y avait psychologie des masses quand même la psychanalyse s'était aussi intéressée au sujet et effectivement dépossède l'individu de son libre arbitre au moment où il est emporté par l'émotion collective d'un groupe. Donc on ne peut pas la négliger. On ne peut pas dire que comme on ne sait pas ce que ça va donner, alors on ne s'en occupe pas. Non, c'est très important de s'en occuper et c'est très intéressant de parler d'économie de l'émotion, mais aussi peut-être en termes d'économie psychique. Bon, voilà, c'est ce que je voulais dire. En tout cas, merci beaucoup pour vos travaux. Oui, je peux juste... Je suis entièrement d'accord avec vous sur la question de l'émotion et du jugement, du comportement. C'est la méthode de l'intelligence de Dewey, c'est ça qu'il dit. Et sur la question de l'émotion collective, là, j'ai fait un raccourci, mais ce que je voulais dire, c'est qu'on est resté sur une vieille version de la psychologie des foules qui pense la foule comme irrationnelle. Et on l'a un peu vu aussi quand on a parlé des gilets jaunes. C'était tout d'un bloc, effectivement, une forme d'irrationalité. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il faut aller voir, effectivement, dans les groupes, comment ça se structure, comment les colères se sont montées, comment elles se sont répandues. Et puis, il n'y avait pas que de la dimension de colère. C'est pour ça que la dimension collective de l'émotion est particulièrement difficile à analyser. Mais il y a un terrain d'analyse aujourd'hui qui est montant là-dessus, parce qu'on en manque vraiment. Merci, je crois qu'il y avait... Merci. Il y avait encore une question. Moi, je ne suis pas de ce domaine, je suis climatologue, donc je m'excuse si je dis des énormités, mais ma perception, c'est que il y a différents groupes dont on peut discuter, qui ont souvent les mêmes valeurs, mais qui les appliquent différemment selon les communautés auxquelles ils pensent appartenir. Et même le traitement de l'information présentée comme rationnelle va dépendre, pour moi, de cette perception communautaire. En tant que climatologue, j'ai été confronté à des gens qui soutenaient beaucoup les scientifiques, notamment contre l'État,
pour les actions en justice, par exemple. Et quand il y a eu le Covid, j'ai eu ces mêmes personnes qui disaient qu'on pouvait faire dire ce qu'on voulait aux scientifiques, parce que là, ils percevaient, selon moi, les scientifiques comme alliés de l'État. Et donc, pour moi, c'était un positionnement aussi qui était communautaire vis-à-vis, alors par exemple, de l'autorité ou de l'État. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, un des facteurs de la perception à la fois du rationnel, mais aussi de l'engagement, de la réaction aux émotions, ça va dépendre de comment l'acteur se perçoit dans sa communauté, à qui on s'adresse et qui envoie le message. Et je me demandais si, étant donné que je pense que des acteurs dans ces différentes communautés ont souvent des valeurs similaires, aussi de la générosité, mais dirigées par ces communautés perçues, si c'était pas aussi un facteur d'action d'essayer de jouer sur, alors soit jouer sur la communication envers ces communautés ou essayer de restructurer ces communautés qui peuvent être multiples et se recouvrir. C'est peut-être aussi une question plus pour Aurore ou Emmanuel. Je ne peux pas répondre vraiment parce que c'est ce qui m'intéresse en ce moment. Mais en tout cas, c'est la piste que j'aimerais suivre. C'est-à-dire que si on veut comprendre la question de l'émotion collective, c'est justement comment elle se structure dans un groupe et en référence à d'autres groupes. D'où l'idée, effectivement, qu'on a besoin de mobiliser la psychologie sociale, la sociologie, l'anthropologie, pour aller voir à l'intérieur comment ça s'est structuré. Et il y a déjà effectivement, des études qui ont été livrées sur la question des gilets jaunes, parce que, effectivement, sur les différents ronds-points, cette maille émotionnelle, pas que, évidemment, eh bien, elle s'est structurée de façon différente selon effectivement différentes appartenances. Et puis il y a aussi la question des oppositions entre des groupes, entièrement d'accord là-dessus. Mais pour le moment, c'est quelque chose que je saisis encore très très mal. On m'entend. Oui, juste une petite question. Tu as parlé de ce processus de transformation des émotions. Qu'est-ce que c'est que ce processus? Qu'est-ce qu'on sait de ce phénomène de transformation? Comment on transforme des émotions individuellement ou collectivement? Merci, c'est la question la plus épineuse. Et c'est aussi ce que décrit Dewey dans ses travaux. L'idée qu'on voit amener chez Dewey, c'est que l'émotion, c'est quelque chose qui vient interrompre le cours naturel de notre activité. C'est une définition de l'émotion classique, notamment parce qu'il y a un doute. Il y a un doute qui s'installe, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, et il y a quelque chose qui ne fonctionne pas en référence à notre environnement. Généralement, on a des émotions lorsqu'on est un peu dérangé par quelque chose. Il y a quelque chose qui nous surprend. C'est notamment quand on fait de la recherche, on peut ressentir ça régulièrement, c'est-à-dire le fait de voir qu'il y a une dissonance, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas très bien. Donc ça, c'est la première idée. Et puis la deuxième idée qu'ajoute Dewey, c'est que l'émotion est aussi le facteur qui va nous permettre de mener l'enquête. C'est-à-dire que quand on mène une enquête, on ne le fait pas uniquement de façon rationnelle. On le fait effectivement guidé aussi par un certain nombre d'émotions, de ce qu'on pourrait appeler une intuition, qui n'est pas une intuition du type Eureka qui vient de nulle part, mais qui est basée sur une forme d'expérience. Quand on fait, par exemple, de la littérature, quand on est écrivain, eh bien, on peut être bloqué sur une page blanche, mais on va pouvoir débloquer ça d'une certaine façon parce qu'effectivement, on a une expérience qui a été créée auparavant, et puis surtout, on va être guidé par une sorte de déblocage qui peut être de nature inconsciente et qui chemine à peu près naturellement. Alors, c'est à la fois un guidage contrôlé, un peu raisonné, et puis en même temps l'immersion d'émotions qui surgissent et qui nous amène effectivement à évoluer à partir du moment où l'émotion est transformée, notamment dans le cas de la colère. Si vous êtes que dans une éruption, par contre, si vous arrivez à saisir d'où vient votre colère, comment elle est, et puis peut-être aussi la rediriger, peut-être la mêler à d'autres émotions, eh bien c'est quelque chose qui va réussir à transformer, qui va permettre d'obtenir la connaissance que l'émotion nous apporte, mais sans effectivement bloquer un comportement, bloquer une attitude. Merci beaucoup pour ces échanges. Je vais tout de suite laisser la parole à Andrea Olga Mantovani pour la dernière image pour cette table ronde et ensuite une toute dernière image de conclusion. Alors pour terminer, on termine, là on est dans la partie la stricte réserve de la forêt de Białowieża, donc cette partie qui date d'il y a 10 000 ans.
Et on est avec une activiste anglaise qui s'appelle Katia Barton, qui a 22 ans. C'est le jour où il y a eu le lendemain, de l'annonce de la Cour de justice européenne où ils ont gagné gain de cause et où le gouvernement polonais a fait une annonce publique annonçant l'arrêt des coupes dans la forêt de Białowieża. Alors cette photographie, je laisse à chacun son imaginaire et le soin d'interpréter ce qu'elle peut faire en termes d'émotion. Mais elle parle de ce besoin de repos que nous avons tous besoin, je pense, d'un moment d'être rassurés, d'être reposés dans... peut-être dans... qu'il n'y a plus de danger. C'était comme une forme d'accalmie dans l'espace de nombreuses heures, on a vécu sans danger. Elle appelle à ça. Est-ce qu'on pourrait se projeter dans une société comme ça ? En tout cas, on tend vers des décisions qui nous rassurent et des émotions qui s'apaisent. Et puis, elle parle aussi de nos mondes intérieurs. Comment, pour moi, elle évoque le rêve et comment la nature rentre dans nos cosmologies personnelles. Parce que je pense que un des enjeux, notamment quand je ne vis pas à Paris, mais j'y ai vécu, quand on vit en ville, et quand on grandit en ville, c'est d'intégrer quotidiennement le vivant, mais le vivant dans toute sa globalité, dans notre quotidien, de faire pousser ce vivant. Ce qui est l'enjeu aussi de demain, les villes grandissent de plus en plus, donc on a de plus en plus de déconnexion. Et je pense que c'est une émotion aussi d'émerveillement à laquelle j'appelle. Comment ramener, ouais, c'est la poésie. Ça peut paraître peut-être un peu naïf, mais la poésie qu'on avait enfant, ces états d'émerveillement dans nos vies d'adultes, pour générer des émotions, voilà, autres que, en tout cas, d'être dans un spectre plus large d'affect que la peur dans lequel on a beaucoup vécu, ou la colère. Voilà, et cette phase d'accalmie, de repos, sur laquelle je voulais clôturer. Je vous laisse peut-être dire un tout dernier mot, si vous le souhaitez, sur la photo, la toute dernière photo qu'on avait choisie en introduction et en conclusion. On est face à la rivière, la Narewka, qui est la rivière où il y a les premiers peuplements humains dans la forêt de Białowieża. C'est pas une forêt, c'est-à-dire c'est pas une forêt dont on a l'imaginaire dépeuplée d'hommes. Hein, elle est habitée. Cette photographie, je l'ai prise très tôt le matin. Il devait être 4h30. Et je m'étais dirigée pour faire un affût, pour aller voir des bisons. La forêt de Białowieża abrite la population de bisons la plus importante d'Europe. Il y en a environ 1000. Enfin, 500, entre 500 et 1000, ça dépend des moments de son histoire. Et j'étais donc toute berzingue sur mon vélo. Et je traverse ce pont. Et voilà, et je freine. Et il y a ce moment absolument magique de la rivière qui se réveille, cette brume, comme une invitation à prendre, vous savez, le flot de la vie, de se laisser porter. Et j'ai dû prendre une décision, soit j'allais pas sur cet affût parce que du coup, il fallait que je sorte mon matériel, je travaille à l'Argentique pour faire la photo. Donc j'allais perdre des bisons, mais je pouvais pas perdre ce moment. Voilà. Alors elle parle aussi de décision, hein. On ne sait jamais si on choisit les bonnes, l'important c'est de faire, je pense, et de se laisser surprendre aussi en chemin par la beauté qui nous détourne de quelque chose dans lequel on était parti, voilà, dans mon quotidien. Et c'est marrant parce que cette photographie est devenue l'une, donc dans cette série qui s'appelle Le Chant du Cygne, et ce livre Sans Forester avec Baptiste Morisot, une des photos les plus mythiques, les plus souvent reprises à mes dépens, hein, par les lecteurs ou en exposition. Elle a un pouvoir d'invocation très fort.
Voilà. Et derrière, il y a vraiment pour moi personnellement, même une philosophie comportementale. C'est de se laisser détourner par la beauté du réel, même si vous étiez parti pour faire quelque chose d'autre, qui sûrement devait être aussi super et très beau, mais voilà, des fois, il faut se laisser traverser. Voilà. C'est une conclusion un peu comme ça, mais voilà. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette journée. On a à peu près tenu les temps. Au nom de toute l'équipe de l'Espace Éthique, je remercie l'équipe de l'Académie du Climat, en particulier Sarah Albi, et voilà, de nous avoir accueillis dans ce très beau lieu. Je remercie évidemment tous les intervenants de toutes les tables rondes d'aujourd'hui, et je remercie aussi tout particulièrement Andrea, Olga Mantovani pour votre participation, et je pense que cette dimension artistique a vraiment été vraiment essentielle, et voilà, cette dimension artistique, disons, aiguise et élargit notre pensée, notre réflexion. Donc vraiment merci beaucoup. Et juste pour finir, n'hésitez pas en partant à prendre des programmes de nos formations universitaires si ça vous intéresse. Je pense qu'il en reste quelques exemplaires. Et puis merci à tous d'être venus ici avec nous aujourd'hui.